Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Poses some of the weirdest and most frightening theories about Denver International Airport. From demonic horses to aliens, feast your eyes, if you dare. des histoires étranges de l'ère numérique. L'aéroport de Denver cultive les mystères. Plusieurs tunnels auraient été construits sous sa structure. Sans oublier d'étranges œuvres d'art qui rappellent les Illuminati. Serait-ce possible que l'élite mondiale y ait construit un bunker? Et aussi, que sait-on de la Lune? Certains astronautes en sont revenus traumatisés. Serait-ce possible qu'il y ait des bases construites par d'autres civilisations? Ou pire encore, certains croient qu'elle serait vide et qu'elle aurait été amenée autour de la Terre par un autre peuple afin de nous observer. Attachez-vous bien, car ce soir, on vous présente deux de nos théories du complot préférées. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on aborde le sujet des théories du complot. Oui. C'est toujours un petit peu tabou. Hein? Oui. À chaque fois qu'on en parle, il y en a toujours qui nous donnent, comment dire, Oui. un char de marde. Oui, ou une opinion différente. Oui, une opinion différente, exactement. Et ce soir, ben, vous savez, c'est un sujet qui nous fascine d'une certaine façon. Oui, parce oui. que sont le fun à débunker les théories du complot, mais c'est aussi le fun de voir sur quel événement réel elles se basent. Oui, exact. Parce qu'il y a toujours un petit fond de vérité, on dirait. Parce que derrière chaque théorie du complot, on dirait qu'il se cache une vérité un peu réelle. Oui. On en a tellement vu de choses qui nous ont surpris de la réalité, des programmes comme MK Ultra Oui, c'est vrai, qui ont donné naissance à d'autres théories du complot par la suite, des révélations que, par exemple, des lanceurs d'alerte comme Snowden nous ont données qui nous font se rendre compte que, OK, c'est peut-être possible que les gouvernements nous surveillent. Oui, exact. Et donc, on dirait que tout ça fait en sorte qu'on est dans un terrain fertile pour les théories du complot, spécialement à l'ère de la désinformation là, de nos jours en plus. Ah, c'est même que c'est amplifié hein, depuis la pandémie. À peu près tout le monde est allé sur Internet avec la pandémie, fait que ça a encore plus amplifié, j'ai l'impression, la propagande des théories du complot. Il y a eu, ça a toujours existé, là, mais il y a eu une emphase là, incroyable. Puis pas juste les théories par rapport à la pandémie, mais les théories de complot en général ont émergé encore plus rapidement, puis ils se sont diversifiés encore plus depuis ce temps-là. Ah oui, puis avec les plateformes comme Meta qui défavorisent l'information réelle, on assiste à... Il y a plein de fausses nouvelles dans nos feeds. Les médias sont transformés d'une certaine façon. On a de la difficulté encore plus de sortir de nos chambres à écho. Donc, ces théories-là sont exposées à nous constamment, avec l'AI aussi, puis les articles générés automatiquement, les images modifiées aussi par AI qu'on nous fait passer sans trop de modération. Ça nous fait croire que par exemple, telle personne a eu une chirurgie, telle vedette, ou que telle autre personne s'est retrouvée en présence d'un autre. Donc, parfois même, l'histoire semble manipulée. On change certains événements historiques, comme on a pu voir, générés avec l'AI, avec même les feux de forêt à Los Angeles. La fameuse image des signes hollywoodiens qui, je crois, n'était pas réelle du tout. Non, n'était pas dans le secteur même où il y avait des incendies. Exactement. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est dans un terrain vraiment fertile pour les théories du complot. Puis aujourd'hui, on a décidé de vous en présenter deux de nos préférés. Seb a choisi le cas de l'aéroport de Denver, qui est plein de mystères. Est-ce qu'il y aurait des tunnels en dessous? Est-ce qu'il y aurait une base secrète pour l'élite? Puis c'est quoi toute cette symbolique autour de l'aéroport qui laisse croire qu'il y aurait peut-être une présence d'Illuminati? On va faire le tour de ça. C'est un aéroport qui s'est bâti aussi dans la controverse. Exact. Puis je ne sais pas si tu sais, mais il va y avoir d'autres investissements dans l'aéroport de Denver. Okay. Ils ont annoncé des investissements de
4 milliards OK. dans l'aéroport. Donc, tu dis, voyons, déjà que ça pétait les budgets dans le temps. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire encore avec 4 milliards? Un autre bunker pour les reptiliens? Ben, la population augmente. Oui, c'est clair. De mon côté, une de mes théories du complot préférées, c'est celle de la lune vide, de la Hollow Moon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je voulais pas trop parler de la théorie de l'atterrissage, de l'alunissage, parce que c'est une grosse théorie en soi. Est-ce que ça aurait été filmé par Stanley Kubrick? Est-ce qu'on est réellement allé sur la Lune? J'embarquerai pas trop là-dedans aujourd'hui. Là. On va peut-être se la garder pour plus tard, mais on va explorer la théorie comme quoi est-ce que la Lune serait vide? Qu'est-ce qui explique la présence de la Lune? Certains peuples prétendent avoir été là avant la Lune. Donc, est-ce que la Lune aurait été amenée par une autre civilisation? Est-ce qu'il y aurait des bases militaires sur la Lune? C'est fou. Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec la vidéo de la conférence de presse de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin qui sont revenus de la Lune aussi? Cette conférence de presse-là est très malaisante. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pourquoi ils sont dans cet état-là? Oui. Tout ça est bien drôle. Donc, on va en discuter aujourd'hui. Oh oui. Longue introduction. Seb, qu'est-ce qu'on boit? Là, on passe aux choses sérieuses. Oh oui. On boit la Canton Brasse, en fait, de la microbrasserie Canton Brasse, des cantons de l'Est. Et on boit la Gondole, qui est une double New England IPA qu'on adore. Des houblons Galaxy, Strata et Sabro, 8%. Bien assez fort, bien assez forte en fait pour nous permettre d'affronter ces théories-là. Et elle nous a été offerte la bière par Annie Provencher, qu'on la remercie en fait pour cette tournée de bière-là. Et si vous voulez faire comme elle, là, vous allez sur le site web distorsionpodcast.com, tournée de bière, un petit bouton, vous pouvez faire un don PayPal et ça va dans le fridge. Oui, faites-nous découvrir les bonnes bières de votre région. On a aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Vesperal 77. Il ou elle nous dit « En migraine toute la journée dans le noir à éviter lumière et tout type d'écran. Sans vos histoires, je ne saurais pas comment j'aurais pu passer à travers ma journée. » Shout-out à toi. Ça fait plaisir de t'aider à passer au travers tes migraines. Oui, on est des sauveurs. On est les nouveaux Jésus. Oh yes. Et sur Patreon, en after show, on va vous gâter parce qu'on a même 2 after shows, Seb, aujourd'hui. Vrai, on va parler de la théorie du complot entourant les feux de forêt de Los Angeles. Ça a été encore une fois un shit show de théorie du complot. Exactement. Tu vas démêler ça, tout ça avec nous pour nos membres Patreon. Et aussi, tiens, pourquoi pas un deuxième after show parce qu'on avait trop de théories du complot là, sur l'informatique quantique, encore une fois, que tu nous as préparé, Seb, cette semaine. C'est assez fascinant. Hein? Puis l'effet Mandela fait partie des théories de l'informatique quantique. Oh yes. Donc, double bonus, double crémage sur Patreon cette semaine. Sinon, eh bien, on vous remercie toujours d'être avec nous. C'est presque le dernier épisode de cette saison-ci, Seb. Oui, c'est triste. Ou le fun d'une certaine façon, mais ouais. On vous réserve quand même quelques petites surprises. Là, on ne devrait pas arrêter complètement là, pendant l'été. Il y a plein d'autres choses qui sont en cours. Oui, faites-nous confiance. Oh yes. Là-dessus, Seb, on en a assez dit. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre chapeau d'aluminium et se plonger dans nos théories du complot préférées? Oui, mais, Émile, parfois j'ai l'impression que les forfaits Internet et mobiles, c'est un peu comme certaines théories du complot. Beaucoup de mystères, mais surtout beaucoup de frais cachés. T'as bien raison, Seb. Comme si quelqu'un tirait les ficelles en coulisses, juste pour gonfler nos factures. Eh bien, avec Fizz, pas de complot et surtout, pas de mauvaise surprise. Tout est 100% numérique et transparent. Ton forfait, ton choix, sans contrat à durée déterminée. Ça, c'est parfait pour les distordus comme nous qui aiment la simplicité et l'autonomie. Exactement. Et en plus, si tu actives ton premier forfait Fizz avec le code PODZ, P-O-D-Z-Z, eh bien, tu reçois 25 $ de rabais, 10 gigs de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Oh, ça, c'est une bonne surprise, Seb. Oh oui! Et pour découvrir Fizz et profiter de cette offre exclusive, rendez-vous sur fizz.ca et utilisez le code PODZ. C'est simple, c'est juste et sans complot. Hey Émile, en parlant de complot, est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta fatigue matinale, bien c'est le résultat d'un complot pour t'empêcher d'être au top de ta forme?
Des fois, on dirait bien que c'est le cas, Seb, comme si une force mystérieuse voulait me garder loin de mon plein potentiel. Eh bien, j'ai découvert le secret pour déjouer ce complot. Les shots pressés à froid Dose Juice, un mélange 100% naturel de gingembre, curcuma, citron et poivre noir. Tout ça sans caféine, mais incroyablement efficace. Wow! Ça semble être l'arme secrète parfaite pour contrer cette fatigue complotiste. Pas de sucre ajouté, pas d'ingrédients cachés, juste une dose pure d'énergie. Exactement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux les trouver facilement dans les petites épiceries de quartier, chez IGA, Metro, Walmart, Super C, Maxi, Avril, Costco et bien sûr en ligne sur dosejuice.com. Et pour nos auditeurs, on a une offre spéciale pour rejoindre la résistance contre la fatigue. Profitez de 20% de rabais sur votre première commande en ligne avec le code DISTORSION20 sur dosejuice.com. Dose. Un petit shot, un grand impact. Alors Seb, maintenant qu'on a percé le mystère de l'énergie naturelle, prêt à plonger dans notre épisode sur les théories du complot? Oui, monsieur. Allons-y. Maintenant. Là, je vais vous parler de l'aéroport international de Denver, Émile. Imagine, là, c'est un aéroport immense, ultra-moderne, près de 70 millions de passagers par année. C'est un des plus fréquentés des États-Unis et il s'étend sur 140 km². T'imagines la taille, là, c'est plus grand que Manhattan. Ah, c'est immense. New York, là. Et il n'est pas comme les autres, parce que derrière ces murs, sous ses pistes, dans ses moindres recoins, il abrite des secrets qui alimentent depuis des décennies les théories du complot les plus folles. Un budget astronomique, des symboles occultes, une statue maudite et un réseau de tunnels souterrains dignes des scénarios les plus dystopiques. Attachez vos ceintures, on décolle direction de l'aéroport de Denver, le cœur des mystères. Oui, puis il y a des distordus qui nous ont demandé de faire un épisode là-dessus, d'ailleurs. Là. Oui. C'est oui, puis on comprend pourquoi. Hein. Moi, on va y revenir, là, mais le Blue Zephyr m'a toujours fasciné, la grosse statue. Mais là, on va revenir un petit peu en arrière. Tout a commencé en 1989. La ville de Denver décide de construire un nouvel aéroport ultra performant, capable de supporter l'augmentation du trafic aérien. Le projet est ambitieux. Il est censé coûter 1,7 milliard de dollars, quand même en 89. Là. Mm-hmm. Pourtant, quand l'aéroport ouvre en 1995, soit 6 ans plus tard, la facture atteint 4,8 milliards, près de 3 fois plus que le budget prévu. C'est quand même beaucoup. Hein, ça. Oui, c'est des sacrés gros budgets. Oui, ça ressemble à nos projets informatiques. La construction débute dans la controverse, car bien des citoyens de Denver se demandent si la ville a vraiment besoin de cet aéroport-là, car ils ont déjà un autre aéroport qui est situé en périphérie de la ville, l'aéroport Stapleton. Les gens se demandent aussi s'ils ont besoin d'un aéroport, un des plus grands du monde, en fait, pour une ville de 715 000 habitants. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'environnement métropolitain, c'est rendu 3 millions de personnes. Mais en 1995, il n'y avait même pas 1 million d'habitants. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on peut se questionner aussi là-dessus. Puis justement, pour essayer de comprendre un peu l'ordre de grandeur des aéroports, j'ai sorti un peu les vols, les aéroports les plus fréquentés, mais avec les coûts de construction qui ont eu lieu un peu pour nous donner un aperçu. L'aéroport aux États-Unis, dans le monde, qui est situé aux États-Unis, qui a le plus de passagers, c'est Atlanta, en fait. Et lui, ça l'a coûté dans les années 80 500 millions de dollars. Donc, pour beaucoup, quand même, plus de gens pour une population de 6,3 millions actuellement. Et ils ont fait même des travaux pour une 5e piste en 2006. Ils ont ajouté un autre milliard pour une piste. Puis même ça, on n'arrive même pas à la moitié de Denver. Après ça, Dubaï, ouvert en 1960. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. On n'a pas les coûts initial, mais il y a eu un terminal qui est ajouté à 4,5 milliards. Là, par exemple, en 2008, on tombe dans une autre game, puis Dubaï, c'est presque 4 millions d'habitants, mais c'est la deuxième place. Il y a 87 millions de passagers par année. C'est énorme. Après ça, on a Tokyo, Dallas, Londres. Et vous voyez, sans passer à travers tout ça, c'est que ce sont des aéroports tous plus gros,
mais qui ont tous coûté beaucoup moins cher dans la Oui, puis qui sont dans des villes beaucoup plus importantes et stratégiques dans le monde. Tu sais, on a Atlanta, je sais que ça a toujours été un aéroport très important, mais après, c'est ça, on a le terminal de Dubaï, Tokyo, Dallas, Londres, et là, tout d'un coup, Denver. Oui, c'est comme si on avait l'aéroport de Québec. Là. Oui, exact, à travers tout ça. Puis même, juste pour ajouter, tu disais qu'il prévoyait une extension encore, mais entre 2018 et 2022, ils ont réinvesti un autre 2,5 milliards pour des portes. Ils appellent ça l'extension des portes. Là, ils ont dû avoir plus de portes pour plus d'avions. Donc, quand même, et le top 10 se termine par le New Delhi en Inde, qui quand même 70 millions de passagers par année qui transigent par là. Bon, officiellement, où est passé tout l'argent? Parce que, bon, on peut se poser la question. Des retards dans les projets d'infrastructure, c'est pas nouveau, hein? Tu sais, je veux dire, c'est pas juste au Québec et tout ça. Eux, ce qu'ils disent, c'est que, bon, il y a eu des retards, des problèmes techniques, des erreurs de gestion. Mais pour beaucoup, la somme colossale cache plutôt autre chose. Certains affirment que cet argent aurait plutôt servi à la construction d'installations souterraines secrètes qui seraient dissimulées sous l'aéroport, comme un bunker pour l'élite mondiale en cas de catastrophe, un centre de commandement occulte ou même une base pour les extraterrestres. Là, je l'aime bien. Aussi. Ça va être le fun, ça. Et on remarque, et puis ça c'est vrai, là, j'ai vérifié, qu'il y a 5 bâtiments qui ont été construits pendant la construction, mais qui ont été enterrés sans de réelles raisons officielles claires. Pourquoi? Était-ce simplement une erreur d'architecture ou il y avait une intention cachée derrière ces structures qui ont été mystérieusement ensevelies? C'est drôle déjà à la base d'ensevelir des structures. Oui, j'ai pas trop compris. J'avais lu, puis c'est ça, il disait que l'explication originale n'a jamais donné la vraie réponse. Aussi, l'aéroport possède une très longue piste d'atterrissage. Comme on vous dit un peu plus tôt, elle fait 4,8 km, Émile. 4,8, c'est tellement long. C'est beaucoup trop long là, pour des avions de passagers, même pour des avions cargo qui n'ont pas des besoins qu'une piste soit aussi longue. C'est comme si l'aéroport avait construit cette piste pour faire atterrir une quantité énorme d'appareils immenses. Oui. C'est vrai que quand tu additionnes tous ces éléments-là, c'est étrange. Je pense qu'il y a aussi une ligne aérienne mystérieuse qui fait des escales à l'aéroport de Denver, des avions non identifiés. Là. Il me semble qu'il y a une autre théorie du complot autour de ça. Là, une ligne un peu mystérieuse qu'on ne sait pas trop si c'est des transports secrets ou autres. Là, mais il y aurait apparemment des avions un peu non identifiés là, qui atterriraient là. OK. Et pour construire l'aéroport, ils ont excavé, ça aussi c'est impressionnant, plus de 84 millions de mètres cubes de terre. C'est le tiers du nombre de terres excavées pour construire le canal de Panama. Oui. Ça donne une bonne idée. Là. Ici, on compare avec des choses que l'on connaît, c'est 3,4 fois plus que ce qui avait été excavé pour le métro de Montréal. Oui. Puis c'est quand même un gros réseau là, sous terre. Là, en termes d'excavation de terre, tu peux construire un métro pour une ville, ville plus grande que Denver. Ben oui, c'est exact. Ce volume de terre excavé laisse croire que beaucoup plus de terre a été excavée que ce qui est nécessaire pour un aéroport. Mais pourquoi? Ou encore, qu'ont-ils construit en dessous? On va y revenir. Il y a certains aussi qui ont noté que les barbelés qui entourent l'aéroport, évidemment, c'est pas rare de voir des barbelés là, autour des aéroports. Là, on l'a vu dans toutes sortes de cas. Mais dans le cas de Denver, les barbelés sont installés dans le sens inverse, comme pour t'empêcher de sortir. Évidemment, ça aussi, ça alimente les théories du complot. Et là, on va aller, avant d'entrer directement dans l'aéroport, il y a quelque chose qui frappe les esprits, comme je vous disais, quand on arrive proche, c'est la statue géante d'un cheval bleu électrique. Oui. Le Blue Mustang, originalement. Parce que là, il y a plusieurs trucs. Là, on vous a parlé un peu de la controverse autour de la construction, parce que ce projet-là est né dans la controverse. Oui, exact. Puis dans les soupçons, puis dans les stratégies suspectes. Donc, c'est pas rare que là, les gens commencent à creuser un petit peu plus en détail toutes les petites choses qu'on retrouve à l'aéroport. Puis on se rend compte qu'au niveau de l'art, des œuvres d'art qui sont exposées,
puis de la symbolique. Il y a plein d'affaires weird, là, à commencer par justement le Blue Mustang, le cheval bleu. Oui, qui est surnommé, en fait, les gens l'ont surnommé Blucifer. Oui. Parce que justement, il a les yeux rouges perçants. Donc, c'est justement avec Lucifer, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. Il fait peur. Ah, il fait vraiment peur. Puis toute son histoire est tout aussi effrayante, terrifiante même que son apparence. Son sculpteur, Louis Jiménez, meurt en la réalisant. Il y a un morceau de la statue pesant plus de 600 kilos qui s'est détaché et qui est venu s'écraser sur lui sectionnant une artère. Donc, il y a une mort sur la conscience, au moins, là, Blucifer. Oui, c'est vrai. Il est succombé, en fait, Louis a succombé avant même l'arrivée des secours. Depuis, la légende raconte que Blucifer est maudit. Mais c'est pas tout. Il y a certains affirment que Blucifer a une présence maléfique et que son regard suit ceux qui l'observent et que son énergie dégage un aura étrange. Plusieurs visiteurs et employés de l'aéroport ont rapporté des sensations de malaise ou même des phénomènes étranges lorsqu'ils se retrouvent à proximité de la statue. Je suis vraiment curieux de ça, c'est fascinant. Et pourquoi un Mustang bleu avec des yeux rouges flamboyants pour accueillir les passagers? C'est quand même une bonne question. Ouais. La couleur bleu cobalt pourrait faire référence aux arts mexicains traditionnels. Mais d'autres pensent qu'il s'agit d'un symbole caché d'un pouvoir occulte. Oui. Donc, il n'y a comme pas de... On ne sait pas trop vraiment pourquoi ils ont pris ça d'une certaine façon. Quand on franchit les portes de l'aéroport, le malaise ne disparaît pas. Bien au contraire. Au détour des halls, les halls d'entrée plutôt, pas les halls, les pastilles, il y a de gigantesques fresques murales qui attirent l'œil et qui troublent l'esprit. Ils ont été peintes par Léo Tanguma et elles montrent des scènes post-apocalyptiques. Là. Je vous en décris quelques-unes. Il y en a une qu'un soldat en uniforme qui est armé d'une épée, qui porte un masque à gaz et qui transperce une colombe. Il y en a un autre que c'est des enfants en pleurs qui sont entourés de cadavres. Et une dernière qui est un phénix qui surgit en fait d'un monde en ruine. On sait le phénix, c'est un peu la reconstruction après la mort de quelque chose ou la destruction de quelque chose. Donc, on voit que c'est ça, c'est vraiment post-apocalyptique dans tout ce que ça dégage. Oui, puis en plus, tu es dans un aéroport, tu sais, donc s'il y a un endroit où tu n'as pas envie de trop faire parler de la mort, c'est dans un aéroport, tu sais, sachant que, bon, c'est quand même un mode de transport risqué. Vous me direz que statistiquement, ça l'est moins que, ça l'est moins que tout le reste, là. Mais oui, tu sais, les gens dans un aéroport, je pense, recherchent de la sécurité avant tout, mais là, sont accueillis avec des œuvres d'art vraiment angoissantes, puis anxiogènes. Là. Exact. Puis officiellement, mais ces fresques-là symbolisent la destruction suivie de la Renaissance. Mais pour les théoriciens du complot, elles cachent plutôt un message bien sombre. Elles prophétiseraient un effondrement mondial orchestré par une élite secrète. Qui est évidemment cachée sous l'aéroport. Et c'est pas tout. Il y a des symboles maçonniques qui apparaissent sur de nombreuses structures, notamment une pierre d'inauguration qui porte une mention énigmatique « New World Airport Commission ». Oh, il y a certains, ils ont vu le New World Order. Oui, c'est un peu, exact, c'est un peu ça. Mais le problème, c'est que cette organisation n'a jamais existé. Il y en a certains qui pensent que cette pierre contient plutôt une capsule temporelle qui est destinée à être ouverte après un grand événement mondial. Et là, on va aller un peu plus dans dans le vif du sujet. La source, en fait, d'interrogation la plus grande qui se trouve sous l'aéroport. Officiellement, il y a un réseau de tunnels qui a été construit pour faciliter la gestion des bagages. Oui, puis apparemment que c'était très, très, très ambitieux, là, leur réseau de tunnels de bagages. Là. C'est assez... il y en a des aéroports. Vous irez voir ça sur YouTube. Là. Il y a plein de airport porn. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais vous pouvez voir comment ils ont fait tel système pour tel aéroport. Je ne sais pas lequel que j'avais regardé. Moi, c'est un aéroport beaucoup plus moderne que celle de Denver. Puis c'est assez hallucinant, là, le trajet que les bagages font. L'automatisation de tout ça, c'est sur des étages et des étages. Là. Ça ressemble presque à...
le film Les Monstres, là, quand ils sont tous dans l'espèce d'endroit où justement les monstres sont manufacturés. Oui. C'est énorme. Oui. Avec des genres de grues. Non, impressionnant quand même. Puis je pense que c'était l'ambition de Denver de développer un gros réseau de tunnels là, à bagages à l'époque. Oui, exact. Mais c'est pas surprenant. Hein, quand on regardait tantôt le nombre de passagers par année, c'est tout entre 70, 100 millions. Ben oui. Tous ces gens-là ont des bagages. Faut que ça roule. Faut que ça roule. Là. Donc, officiellement, c'est ça. C'est un réseau de tunnels qui a été construit pour faciliter la gestion des bagages. Par contre, le petit problème, c'est que ce système devait être révolutionnaire, a été complètement abandonné peu après l'ouverture de l'aéroport. Pourtant, les tunnels sont toujours présents. Il y a des employés qui affirment avoir entendu des bruits étranges, comme des machines en fonctionnement ou des voix dans des zones désaffectées. Certains avancent que ces tunnels mèneraient à une base militaire secrète qui serait connectée au NORAD, située à 117 km sous les montagnes rocheuses, la Cheyenne Mountain Complex, que ça serait. Là. Oui, ça, c'est une base qui existe. Oui, ça existe, tu as raison. Puis juste pour vous rappeler, c'est quoi NORAD, la base militaire secrète connectée au NORAD? NORAD, c'est une alliance qu'on a fait avec les États-Unis, le Canada et les États-Unis. C'est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Puis c'est une organisation binationale entre les deux pays qui a été fondée le 12 mai 1958, qui est chargée de la surveillance et de la protection de l'espace aérien nord-américain. Si on détaille un petit peu plus que contient la Cheyenne Mountain Complex, l'installation militaire, elle est située dans le Colorado, près de Colorado Springs. Elle est construite à l'intérieur de la montagne Cheyenne, composée de 15 bâtiments sur des ressorts géants pour résister aux secousses. Ça, c'est impressionnant quand même. Et elle est protégée par 2000 pieds de granit. Oui, c'est un méchant bunker, ça, là. Honnêtement, avant qu'on travaille un peu, je ne connaissais pas tous ces détails-là. On dirait qu'un peu pour moi, pas que les bases militaires de ce type-là, c'est un peu de la fiction, mais je ne pensais pas qu'on avait construit un truc aussi dans une montagne. Oui, la fiction part de quelque part, parfois. Oui, exact. Ensuite, sa fonction, c'est le centre de commandement pour la défense aérospatiale nord-américaine, le NORAD. C'est conçu pour survivre à une attaque nucléaire et ça surveille l'espace aérien et les menaces balistiques. Dans ses caractéristiques, il y a des portes blindées de 25 tonnes chacune, autosuffisant en électricité et en eau, capacité de fonctionner en autonomie pendant des semaines et également un système de filtration d'air sophistiqué. Et l'histoire, ça remonte quand même, la construction en 1961, ça a pris 5 ans, elle a été opérationnelle en 1966. Et elle a eu un rôle crucial pendant la guerre froide. Elle est toujours en activité, mais son rôle a été réduit depuis 2006. Et dans la culture populaire, elle apparaît dans de nombreux films et séries, là, War Games, Stargate, tous des films que j'ai pas vus, des séries que j'ai pas vues. La base militaire est située à 117 km de l'aéroport de Denver, mais avec la quantité de terre qu'ils ont excavée pour l'aéroport, est-ce que ça serait possible qu'ils aient construit un tunnel pour y mener? C'est un peu ça la théorie. Exact, c'est ça. Tu sais, vu qu'ils sont... il y en a qui disent qu'ils ne sont pas si loin. Ça dépend de ton échelle, parce que 117 km, c'est quand même loin aussi à travers les montagnes. Là, Mais c'est une option qui est là, au niveau des théories du complot, dans le sens qu'il y a ce gros bunker-là qui est, pas si loin, entre guillemets. Puis avec toute la terre qu'on a excavée, est-ce que ça serait un long tunnel jusqu'à la base de Cheyenne? Quand on regarde ces éléments-là, why not? Mais pourquoi un aéroport civil aurait-il besoin de telles infrastructures? Et là, il y a eu un lanceur d'alerte, l'ingénieur Phil Schneider, qui a travaillé sur la construction de l'aéroport. Lui, au moment de son ouverture, il a sorti quelques disons, prétentions sur tout ça. Lui a affirmé qu'il n'y a pas 6, mais bien 8 étages souterrains sous l'aéroport, qu'il y a des bases souterraines secrètes. Schneider a affirmé que l'aéroport cachait une vaste installation souterraine secrète s'étendant sur plusieurs niveaux sous la surface, qui avait une connexion avec le nouvel ordre mondial. Il a suggéré même que l'aéroport était lié à une conspiration globale qui impliquait les élites et les gouvernements. Le tunnel et le système de transport, lui, a parlé qu'il existe des tunnels souterrains qui relient l'aéroport à d'autres installations secrètes à travers les États-Unis.
Il affirme aussi que les dépassements de coûts étaient plutôt dus à la construction, étaient dus à la construction de ces installations secrètes-là. Et la dernière, la meilleure, la rencontre extraterrestre, il a même prétendu avoir eu des confrontations avec des entités non humaines lors de la construction. Oh! Quand même, hein? Il est important de noter qu'ils n'ont jamais été prouvés, là, ce qu'a dit Schneider. Généralement, ça a tous été rejeté par les experts et les autorités officielles. Autre truc qui alimente encore plus la théorie, c'est que notre Schneider, il est décédé en 96, donc pas très longtemps après avoir dévoilé tout ça, dans des circonstances qui ont alimenté davantage les théories du complot autour de ses déclarations. Mais d'ailleurs, il est décédé juste après l'ouverture de l'aéroport. Oui, oui, c'est janvier, sa mort, c'est vrai. Oui, c'est encore plus proche que je me rappelais. Il est décédé le 17 janvier 1996, dans des circonstances qui ont fait l'objet de nombreuses spéculations, ce qu'on sait sur son décès. La cause officielle, ça aurait été déclaré comme un suicide par strangulation. Il aurait été trouvé mort dans son appartement à Wilsonville, en Oregon. Il y aurait un tube de caoutchouc qui était enroulé autour de son cou. Puis il serait mort depuis plusieurs jours avant d'avoir été découvert. Il y a certains partisans de Schneider qui ont remis en question le verdict de suicide, suggérant qu'il aurait plutôt été assassiné en raison des révélations présumées. Et d'autres allégations non prouvées ont circulé selon lesquelles son corps présentait des signes de torture. L'autre élément, c'est Schneider souffrait de maladies chroniques, notamment de cancer, ce qui aurait pu avoir contribué à une dépression puis l'avoir amené, disons, dans cet état mental-là. Et l'autre truc, c'est qu'il y a eu une absence d'enquête approfondie. Les autorités n'ont pas mené d'enquête très approfondie, étant donné qu'ils ont considéré la mort comme un suicide évident. Donc, ils n'ont pas creusé plus que ça par rapport à sa mort. Mais c'est vrai que c'est étrange quand même. Ben oui, puis c'est sûr que Phil Schneider, quand tu as un lanceur d'alerte comme ça, qui a une certaine crédibilité, dans le sens que, tu sais, c'est un ingénieur. Les ingénieurs ont cette... réputation d'être très cartésien et pragmatique et tout ça, mais on sait, que ça veut rien dire. Et que, justement, il aurait travaillé sur le projet. Quand un lanceur d'alerte comme ça qui confirme ce dont tous les théoriciens du complot pensent, c'est sûr que ça amène beaucoup de poids à la théorie. Donc, ici, c'est sûr que Phil Schneider a contribué énormément à la théorie de la base, je dis base militaire, drôle de lapsus, mais de l'aéroport de Denver, comme quoi ça serait un bunker et autres. Puis en plus, sa mort, effectivement, un tube de caoutchouc autour du cou. Si tu veux te suicider, c'est peut-être pas comme ça que tu vas faire. Non, c'est bizarre. En tout cas, donc c'est sûr que ça laisse lieu à plein de spéculations. Ça poussait loin aussi, sa théorie à Phil Schneider. Même, à un moment donné, tu te rends compte que ça tombe un peu dans la science-fiction, mais c'est sûr que ça aide à alimenter tous les mythes autour de l'aéroport. Ah oui, absolument. Puis ce qui aide aussi à alimenter ces mythes-là, c'est que les bunkers semblent être aussi à la mode chez les ultra-riches, Seb. Tellement, hein? Puis vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques années, justement, il y a une tendance qui se dessine avec tout ce qui arrive, les pandémies et tout ça. Les riches, les ultra-riches en fait, ils se payent des bunkers, des véritables forteresses de luxe qui sont conçues pour survivre à des catastrophes naturelles. Puis parmi eux, puis moi je me rappelle, j'avais suivi le dossier de près, Mark Zuckerberg, Zuki, le fondateur de Meta, Facebook, lui il fait quand même figure exemplaire. Il a acheté dans sa propriété hawaïenne, sur sa propriété à Hawaï, il se serait doté d'une structure souterraine de 4500 pieds carrés, donc c'est 1,3 km carrés, et que c'est un abri que certains ont qualifié d'un bunker apocalyptique. Et lors d'une interview avec le programme The Circuit de Bloomberg en décembre 2024, Zuki a décrit son installation comme un simple petit abri ou un sous-sol destiné à du stockage, une petite chambre froide. Là, pour mettre ses vieux CD. Oui, c'est ça, quand il y a des deals chez Costco. Voire un refuge en cas d'ouragan. Mais qu'en est-il réellement? Quand on recule un petit peu en arrière, on fait un peu l'historique. Mais en 2014, Mark et son épouse Priscilla Chan ont entamé l'acquisition de terres sur l'île de Kauai à Hawaï, constituant progressivement une vaste propriété connue sous le nom de
Kulo Ranch. Le couple a acquis environ 1400 acres de terre à travers plusieurs transactions immobilières. Puis parmi ces transactions, on compte l'achat en 2014 de la plantation de Kauana de 357 acres pour 66 millions de dollars. Et en 2021, il a ajouté 596 autres acres pour un autre 53 millions de dollars, ainsi que 110 acres supplémentaires pour un autre 17 millions de dollars, qui inclut même un réservoir, le réservoir de Kaloko. Mon Dieu, c'est pas... C'est pas humble, là, comme... Ben non, c'est beaucoup de ressources. Il y en a des... ouais. Et oui, c'est ça, comme tu dis, un petit abri. Le domaine de Zuckerberg reflète une vision alliant luxe, autonomie et sécurité. Puis parmi les installations notables figurent 2 manoirs somptueux, des maisons dans les arbres reliées par des ponts de cordes. Ça, j'aimerais ça, par exemple. Ainsi que des gymnases, des piscines et un court de tennis. Une attention particulière a également été portée à l'agriculture durable avec l'élevage de chevaux, de bovins, ainsi que la culture du gingembre et du curcuma biologique. Ah, ben pour faire des doses juice. Exactement, ben exactement. Oui. Sans oublier les ressources en eau et en énergie qui ont été mises en place pour assurer l'autonomie du ranch. C'est d'ailleurs sous ce ranch que se trouve l'immense bunker. La taille de la structure souterraine dépasse d'ailleurs celle de nombreuses maisons familiales, ce qui alimente davantage le mystère. Il y a des documents de planification qui ont révélé que l'abri est équipé d'une porte métallique remplie de béton, d'un espace mécanique, de quartiers habitables. Ça, je ne sais pas de quelle taille ça a, mais des quartiers habitables et même d'une trappe d'évacuation, des caractéristiques qui rappellent justement des abris antibombes. Malgré les efforts du couple pour préserver la beauté naturelle de la propriété et contribuer à la conservation locale, le projet localement a suscité beaucoup de débats au sein de la communauté hawaïenne à cause de son impact sur l'environnement, mais même social. Oui, j'imagine. Tu veux pas là, que des gens ultra riches, après ça, viennent détruire un peu... Oui, puis c'est beaucoup de terrain constitué pour un espace qui, je ne sais pas, s'il va être utilisé vraiment. Là. Ben c'est ça, là, pour 2 personnes. Pour la fin du monde, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Eux, en contrepartie, Zuckerberg, Mark et Priscilla ont entrepris des actions quand même pour améliorer leur image sur l'île. Ils ont fait un peu de PR. En novembre 2021, ils ont fait un don de 4 millions de dollars afin de préserver l'étang à poissons à la Coco, Menehune, et un site historique qui était menacé par le développement privé. Cette contribution a permis aux organisations à but non lucratif de l'acquérir pour une gestion communautaire perpétuelle. Mais ça, au moins, tu sais, au moins, il a fait une bonne chose par rapport à ça. En fait, c'est que les ultra-riches, ils se préparent un peu à la fin du monde. Hein. Puis Zuckerberg est loin d'être le seul à s'intéresser aux bunkers souterrains. Il y a un nombre croissant de milliardaires qui investissent dans ces structures-là, hautement sécurisées. On est loin du simple abri. Là. C'est plutôt des complexes autonomes qui sont capables de fonctionner de façon autonome pendant des années. Même Peter Thiel, qui est cofondateur de PayPal, puis même un des premiers actionnaires de Meta, de Facebook à l'époque. Il est un petit peu dangereux, lui. Ah, lui, il est particulier, là. Mais bon, autre sujet. Il a choisi la Nouvelle-Zélande comme refuge. Il a acquis de vastes terrains plutôt où seraient aménagés des bunkers dernier cri, considérés par certains comme des arches de Noé modernes, réservées aux plus fortunés. Et puis, évidemment, il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Vivos ou Rising S Company se sont spécialisés dans la construction de bunkers de luxe. Ils ne se contentent pas d'offrir une protection contre les menaces extérieures. Elles sont conçues comme des résidences haut de gamme, piscines, cinéma, cave à vin, simulateurs de golf même. Ben oui. Tout pour s'offrir une fin du monde complètement glam. Ben oui, exact. Pendant que les bombes explosent, oui, un petit 9 trous sur le simulateur de golf. Oui, exact, en buvant un peu de champagnette. Mais pourquoi les bunkers? Le développement des bunkers de luxe soulève plusieurs questions, mais une réponse rationnelle, est-ce que c'est une réponse rationnelle à des menaces réelles ou s'agit-il d'un syndrome de la peur des élites face aux inégalités croissantes et aux tensions sociales? Dans un monde, justement, là, actuellement, il y a le réchauffement climatique qui s'accélère, les pandémies se multiplient, les conflits internationaux sont de plus en plus instables. Bien, les ultra-riches semblent chercher à s'assurer une sorte d'issue de secours, contrairement
au reste de la population, hein, comme toi et moi, Émile, qui disposent des ressources minimales. Eux, ils ont les ressources nécessaires pour se construire un plan B, même un plan Z en cas de catastrophe globale. Une autre planète, si ça se trouve. Ah ben oui, pourquoi pas. Mais cette tendance alimente aussi un sentiment d'injustice, hein, parce que nous, on ne peut pas vraiment se payer ça là, s'il y a des crises qui arrivent. Et c'est vrai qu'on peut ressentir une forme d'injustice par rapport à ça. Dans le cas de Zuckerberg, son installation hawaïenne pourrait bien n'être qu'un petit abri, comme il l'affirme, mais lorsqu'un milliardaire dépense des centaines de millions de dollars pour aménager un refuge souterrain, ben, difficile de voir une réelle volonté là, de se protéger contre bien plus qu'un simple ouragan. Là. Effectivement. La survie serait-elle bientôt un luxe réservé aux plus riches? Oh, c'est possible, ça. Pendant qu'on meurt tous sous l'effet des bombes, oui. Eux, ils se construisent des arches de Noé. Oui, des arches de Noé de luxe. Et petite recommandation, un peu sous le même thème, je ne veux pas trop vous en parler pour ne pas trop vous divulgacher la série, mais la série Paradise, qui est sur Disney+ et Hulu, eh bien, c'est un peu sous le même thème, je vous dirais, sans trop vous en dire. Donc, je vous la recommande fortement. Moi, je l'ai commencé il y a quelques jours et c'est un hasard que ça tombait, que le sujet ressemblait un peu à tout ça. Intéressant, Seb, intéressant. On revient à l'aéroport. Faut savoir aussi que par rapport à toutes ces théories-là, ben, la direction de l'aéroport en 2018, ben, elle a choisi... Qu'est-ce qu'ils en disent, eux autres? Oui. Hein? On ne parle jamais d'eux dans les théories du complot. Effectivement. Ils n'en parlent pas tant que ça, mais en 2018, ils ont fait une campagne publicitaire et ils ont décidé d'utiliser un peu les différentes théories du complot pour créer des affiches humoristiques qui mettent en avant les Illuminati, les extraterrestres et même... Les reptiliens. Oui, et les bunkers souterrains. Est-ce que c'est un simple coup de communication ou une manière habile de masquer la vérité sous le sarcasme? Puis si vous voulez les voir, là, tapez Advertising Denver, puis vous allez dans Google Images, vous allez les voir rapidement. Elles sont quand même intéressantes. Si on regarde la première, tu sais, What are we doing? Puis là, tu vois un homme ou une femme avec une tête, justement, d'un reptile. Après ça, il y a celle avec le Blue Cipher, Are we creating the world's greatest airport? Puis tu vois les rayons rouges du Blue Cipher. Oui, Are preparing for the end of the world. Oui, c'est ça. Ils jouent vraiment avec ça. Il y en a une avec des extraterrestres. Puis là, ça dit « Yes, Dan's got some secrets ». Dan, c'est Denver. Donc, avec un extraterrestre qui dit « Chut ». Toutes sortes de trucs comme ça, même un lézard qui creuse et puis qui s'excuse pour le bruit parce qu'il y a beaucoup de drill à faire dans le underworld, donc dans le monde souterrain. J'aime beaucoup. Il joue vraiment avec cette corde-là. Ouais, l'agence qui a travaillé là-dessus devait avoir beaucoup de plaisir pour ça. Bref. Derrière ces murs modernes et son apparence anodine se cache un univers fascinant où se croisent mystères, secrets et légendes. Mais faut-il y croire, Émile? Parce que qu'est-ce qu'on peut penser de toutes ces théories-là? Tu sais, un aéroport gigantesque, mal géré, est-ce que c'est un centre stratégique secret destiné à protéger l'élite en cas d'apocalypse? Ou même, est-ce une porte d'entrée vers un monde souterrain? On ne le sait pas, là, dans tous les tunnels à voir. Mais... on va vous le débunker. Oui. Question qu'on n'embarque pas dans le jeu. En fait, comme on vous disait, l'aéroport joue avec l'ambiguïté. Et je pense qu'il continue toujours de le faire. La longue piste dont on parlait tantôt, ça serait plutôt pour lutter contre la pression de l'altitude de Denver. Donc, ça prendrait plus de distance pour que les avions s'envolent, apparemment, l'expression scientifique, là, étant donné qu'on est en altitude. Mm-hmm. Ça, c'est logique, là. Les barbelés ne seraient pas retournés contre l'intérieur, ce serait plutôt un oui-dire. Et les bizarres œuvres d'art auraient été des cartes blanches à des artistes locaux. Oui. Donc, ils se sont laissés aller. Mais c'est drôle quand même que, disons, la ligne éditoriale tourne un peu autour de personnages mythiques. Là, oui, je ne sais pas s'ils ont voulu s'amuser, même les artistes qui ont créé ça. Ce serait peu probable que l'élite mondiale cherche à se cacher dans un aéroport, évidemment. Et creuser un tunnel jusqu'à la base de Cheyenne serait très périlleux
Et ça nécessiterait beaucoup plus que d'excavation de ce dont on parle ici, là, parce que 117 000 kilomètres. 117 kilomètres, voyons. Au travers les montagnes. Oui, c'est ça, exact. C'est complètement fou, là. Ben oui. Là-dessus, il reste quand même des choses inexpliquées. Hein? La présence de trucs maçonniques, évidemment, l'ensevelissage des bâtiments. Oui. Si vous, les distordus, vous connaissez réponse à tout ça, il y a quand même un aura de mystère qui demeure là, autour de l'aéroport de Denver quand même. Oh oui. Ce qui est certain, c'est que l'aéroport de Denver est l'un des lieux les plus intrigants au monde. Et si un jour vous y passez, ouvrez-le. Qui sait ce que vous pourriez y découvrir? C'est maintenant le moment de passer à ma théorie préférée, Seb. Oui. La théorie de la lune creuse, ou encore la Hollow Moon Theory. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça, toi? Honnêtement, avant que tu m'en parles, pas tant. À part, tu m'en avais parlé, puis ce qui était étrange, c'est que quelques semaines avant, ma fille était venue me voir. Ah oui? En me posant la question, parce qu'elle circule encore, cette théorie-là, en me demandant si c'était vrai. Oui, que la lune était vide. Oui. J'étais comme, c'est une bonne question, mais je pense pas. On dirait que j'avais jamais été confronté. Oui, la question se pose. Oui, j'avais jamais été confronté à ça. Donc, non, ça m'était jamais venu exact. Sous le radar. Moi, je suis tombé là-dessus il y a quelques mois. Ça fait pas si longtemps non plus. Ouais. On avait entendu plein de théories du complot sur la Lune, hein, notamment sur l'alunissage qui serait peut-être en fait tourné dans un studio avec Stanley Kubrick. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur plein de théories sur la Lune. Puis celle-là, la Hollow Moon, la Lune creuse, m'a vraiment passionné parce qu'il y a des origines qui sont qui sont fondées à quelque part. Il y a des gens qui ont fait des tests et qui ont sorti cette théorie-là. Donc c'est intéressant. En même temps, c'est très farfelu. Donc c'est intéressant de voir d'où ça part. Puis après ça, à débunker. Mais bref. Je vais vous faire le tour de cette théorie-là. Là. Elle se présente sous diverses formes. La théorie avance l'idée que la Lune serait potentiellement, partiellement ou totalement vide à l'intérieur. Cependant, les recherches scientifiques actuelles démontrent que notre satellite naturel est en fait composé d'une fine couche extérieure, d'une vaste zone intermédiaire et d'un cœur compact. C'est ce qu'on présume du moins. Okay. Néanmoins, il est fascinant d'explorer les origines de la théorie, surtout quand on considère la popularité d'autres concepts similaires, là, comme celui de la Terre plate, par exemple, qui fait penser un peu à celui-là, ou dans la moindre mesure, celle-ci, il y a aussi l'hypothèse de la Terre creuse. Comme vrai. Quoi, il y a une civilisation probablement de reptiliens qui habitent au centre de la Terre. Okay. Ça aussi, c'est une théorie intéressante là, qu'on va peut-être vous parler un jour.
Et ça remonte à quand même un bout, la théorie de cette lune vide-là. Dans son roman de 1901, Les premiers hommes dans la lune, de H.G. Wells, imaginait l'astre rocheux comme une ruche pour d'énormes extraterrestres ressemblant à des fourmis, connus sous le nom de sélénites. Et Edgar Rice Burroughs et Isaac Asimov ont chacun tenté, eux aussi, d'imaginer une lune en forme de dôme, désolée à l'intérieur, mais fourmillant de civilisation à l'intérieur. Au fil des décennies, des théories marginales ont foisonné, suggérant que la Lune pourrait être un vaisseau sentinelle pour des extraterrestres qui nous surveillent d'en haut. Certains ont même avancé qu'elle pourrait être un vaisseau spatial blindé déguisé en corps céleste. Il y a même un livre en 2005, Qui a construit la Lune, qui postule que les terriens futuristes voyageant dans le temps l'auraient construite comme un moyen de suivre l'évolution de la vie sans perturber son cours. OK, intéressant. Ouais, là, on va creuser deep, là, les amis. Là. On va prendre une bonne puff. Là, oui, puis c'est ça. Vous allez nous suivre tranquillement. Je vous prends par la main. C'est donc une théorie qui, vous le verrez, a des origines qui remontent à bien avant l'exploration spatiale. Mais tout d'abord, je vais faire mon Charles Tissère de moi-même. Oui. Que sait-on de la Lune? Eh bien, la Lune se serait formée il y a environ 4,5 milliards d'années, soit peu de temps après la formation du système solaire. Elle est très vieille, la Lune. Oui, oui. L'hypothèse la plus largement acceptée aujourd'hui est celle de l'impact géant, également connue sous le nom de théorie de collision. Et cette théorie-là, elle propose qu'une protoplanète de la taille de Mars, nommée Theia, serait entrée en collision avec la proto-Terre, et l'impact aurait projeté une grande quantité de débris en orbite autour de la Terre. Et ensuite, ces débris-là se seraient agglomérés pour former la Lune. Ah. Ce scénario expliquerait plusieurs caractéristiques de la Lune, là, notamment sa faible teneur en fer par rapport à la Terre, l'absence de substances volatiles dans les échantillons lunaires qu'on a recueillis et la formation d'un océan magmatique lunaire initial. Donc, c'est des théories sur l'origine de la Lune là, qui seraient explicables avec la théorie de l'impact géant. Il y a des théories alternatives, comme quoi la Lune aurait pu se former suite à une fission à partir de la Terre. Mais ceci dit, les pierres provenant de la Lune sont plus anciennes que les pierres situées au centre de la Terre. Donc, c'est bizarre un peu. Okay. Oui. Il y aura aussi la théorie de la capture gravitationnelle d'une Lune performée. Encore une fois, là, c'est très peu probable que la Lune ait simplement voyagé dans l'espace. En fait, c'est ça, là, la capture gravitationnelle, c'est que la Lune passait par là et elle aurait été attirée dans l'orbite de la Terre. Et là, dans son voyage à tout hasard, elle se serait intégrée tranquillement, elle aurait commencé à tourner autour de la Terre. Donc, mais bon, c'est un petit peu improbable. Ça serait un grand hasard, du moins, que la Lune était simplement en voyage, là, puis qu'elle s'accroche à l'orbite de la Terre comme ça. Il y a aussi la théorie de la coformation avec la Terre dans le disque d'accrétion primordiale. Là, tout ça dépasse un peu mon champ d'expertise, Seb, mais encore une fois, peu probable, apparemment, cette théorie-là. Et donc, la théorie de l'impact géant demeure celle qui est la plus discutée en ce moment. Toujours, qu'est-ce qu'on sait de la Lune? Les analyses de roches lunaires ont révélé que la composition chimique de la Lune est similaire à celle de la Terre. Donc, cela suggère une origine commune pour les deux corps. Donc, c'est pas impossible, ça non plus. On sait aussi que la Lune joue plusieurs rôles cruciaux pour la Terre. Hein? Oui. La stabilisation de l'axe terrestre, donc elle maintient l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre entre 22 et 25 degrés, ce qui stabilise notre climat et nos saisons. Donc, sans la Lune, l'axe terrestre oscillerait de manière chaotique, pouvant varier de 0 à 85 degrés. Apparemment. Il y a une influence sur les marées. L'attraction gravitationnelle de la Lune est la principale responsable des marées océaniques, terrestres et atmosphériques. Ces marées ont des effets importants sur les courants océaniques, la fonte des glaces et même l'activité volcanique. Il y a le ralentissement de la rotation terrestre. Hein. Ça, je ne savais pas. Mais la force de la gravité lunaire freine la Terre lorsqu'elle tourne sur elle-même. Ah oui, OK. Donc, ce qui allonge la durée des jours. Donc, sans la Lune, nos journées seraient plus courtes. La Terre tournerait plus vite. Plus vite?
C'est spécial, hein? Oui, quand même. Il y a aussi un impact sur la biodiversité. Les cycles lunaires influencent les comportements de reproduction de nombreuses espèces marines, comme les coraux, les crabes, certains poissons. Les sirènes. Oui, les sirènes. Certains diront que ça a même de l'influence sur nous, les humains, sur la reproduction des humains. Et aussi, ça stabilise le climat terrestre. La Lune a joué un rôle crucial dans le maintien de la vie sur Terre. Et on dit que sans la Lune, il y aurait des fluctuations climatiques extrêmes, justement des catastrophes naturelles. Ça serait des conditions de vie vraiment difficiles pour de nombreuses espèces. Donc, elle est utile, la Lune. Et c'est pour ça qu'il y a plein de théories qui sont autour de sa création. Et là, on revient tranquillement à notre théorie de la Lune vide. D'où est-ce que ça remonte, cette théorie-là? Les racines, vraiment, là, remontent à 1969, peu après que l'humanité ait foulé le sol lunaire pour la première fois. Lors de la mission Apollo 12, qui est la deuxième à se poser sur la Lune, les astronautes Pete Conrad et Alan Bean ont mis en place un dispositif sismique passif dans le cadre du programme ALSEP, qui est le programme Apollo Lunar Surface Experiment Package. Et ce sigle désigne l'ensemble des équipements et expériences déployés sur la Lune au cours des missions Apollo. Je vais vous expliquer c'était quoi cette expérience-là. Une fois l'installation terminée, les astronautes sont retournés dans leur vaisseau. Ils ont ensuite provoqué intentionnellement la chute de l'étage de remontée du module lunaire d'Apollo 12. Le but, c'était de créer un impact sur la Lune, puis avec des détecteurs sismiques, de voir quelle serait justement sa résonance. Oui. Et l'impact, là, équivalent à l'explosion d'une tonne de TNT, a engendré le premier tremblement lunaire officiel, dont les ondes ont été enregistrées par des appareils de mesure sismique. Intéressant comme expérience. Quand même. Le fait est que les vibrations en question ont été plus longues et plus intenses que ce que les scientifiques responsables de l'expérience avaient prévu. Par exemple, les vibrations étaient très éloignées de celles que nous connaissons sur Terre. Des résultats similaires ont par la suite été obtenus par les missions Apollo suivantes. Ces expériences ont permis de découvrir que la densité de la Lune est égale à seulement 60% de celle de la Terre. Donc, il y a quelque chose qui cloche là, sans vouloir faire de jeu de mots. Il faut dire que Clive Neal, expert en ingénierie civile et en sciences géologiques, a alimenté cette confusion. Il avait en effet expliqué à la NASA dans un rapport que la Lune sonnait comme une cloche à chaque crash provoqué par l'homme. C'est donc à partir de ce moment que des gens de communautés scientifiques ont commencé à remettre en doute le caractère plein et massif de la Lune. Se pourrait-elle qu'elle soit vide à l'intérieur? Si oui, à quoi peut bien servir la Lune? Puis est-ce que des gens sont à l'intérieur pour nous observer? Oui. Donc c'est à partir de ce moment-là, Apollo 12, lorsqu'ils ont tenté le premier impact avec la Lune provoquée par l'homme, pour voir un peu quelle était sa résonance. Puis c'est ça, elle sonnait comme une cloche selon l'astronaute Clive Neal. Et c'est un peu de là que le mythe part. Il y a plusieurs choses inexplicables avec la Lune. On va faire le tour, vous allez voir. La Lune est définitivement une curiosité. On va regarder les anomalies qu'on connaît, puis par la suite, on verra s'il y a des bases scientifiques qui les appuient. Par exemple, sur Terre, les pierres les plus vieilles se retrouvent au centre de la Terre. Et plus on va vers les extrémités, les pierres sont de plus en plus jeunes. Il y a eu des dépôts, des remous, tout ça. Oui. Ce qui fait sens compte tenu de la gravité puis de la force centrifuge de la Terre aussi qui tourne sur elle-même puis qui tourne autour du Soleil. Sur la Lune, par contre, les pierres à la surface sont souvent du même âge que les pierres que l'on retrouve plus vers le centre. Puis on a souvent retrouvé des pierres encore plus anciennes à la surface de la Lune, ce qui est bizarre encore une fois. Les astronautes ont eu la chance de ramener plusieurs pierres de la Lune pour analyser, et d'autres robots lunaires l'ont fait aussi, et c'est vraiment étrange. Aussi, dans sa composition minérale, on trouve des minéraux comme le titane, le chrome et encore le zircon sur la Lune. Ce qui est très étrange parce que ces minéraux-là, Seb, ne sont pas natifs dans la nature. Ils doivent être créés. C'est des métaux de transition qu'on appelle. Donc, tu n'es pas supposé retrouver ça comme ça, à l'état pur.
Aussi, on peut apercevoir plusieurs cratères sur la surface de la Lune. Puis avec notre matériel sophistiqué, on peut analyser la profondeur des cratères. Puis ce qui est encore une fois très étrange, c'est que ces cratères observés ont presque tous la même profondeur. Comme s'ils étaient retenus là, par un genre de bouclier en dessous, là, ou, je sais pas moi, une structure qui camoufle l'intérieur vide ou encore habité de la Lune. Oui. C'est bizarre, ça. Oui, très bizarre. Si on continue au niveau des anomalies autour de la Lune, on va parler un peu des éclipses, entre autres. On le sait, la Lune tourne en orbite d'une manière presque parfaite, ce qui est très rare dans notre système solaire, même dans les autres systèmes solaires ou pas solaires là, que l'on connaît. C'est ce qui fait en sorte qu'elle a un côté caché qu'on ne voit jamais de la Terre. C'est aussi mystérieux, ça, la face cachée de la Lune. Oui. Étant donné qu'elle a une orbite qui est presque parfaite, il y a un côté qu'on ne voit jamais, qui a même une densité différente que la face qu'on voit. C'est assez spécial. Ça fait en sorte que la Lune crée des éclipses parfaites depuis la Terre lorsqu'elle est alignée avec le Soleil. C'est vrai, là, ça prend une précision incroyable quand la Lune passe en face du Soleil lors d'une éclipse totale. En 1965, l'auteur Isaac Asimov, que j'aime bien, observait: ce qui rend une éclipse totale si remarquable est le pur hasard astronomique qui fait que la Lune s'ajuste si parfaitement sur le Soleil. C'est vrai. La Lune est juste assez grande pour couvrir complètement le Soleil, de sorte qu'une nuit temporaire tombe et les étoiles apparaissent. La plus grande distance du Soleil compense sa grande taille et le résultat est que la Lune et le Soleil semblent être de taille égale lorsqu'ils sont superposés. Okay. Il n'y a aucune raison astronomique pour que la Lune et le Soleil s'ajustent si bien, dit Asimov. C'est la plus pure des coïncidences et seule la Terre, parmi toutes les planètes, est bénie de cette façon. C'est bizarre quand même. Hein? Oui, Depuis les années 70, les théoriciens du complot ont cité les observations d'Asimov sur les éclipses solaires comme preuve de l'artificialité de la Lune. Lui aussi a joué un rôle dans la construction de ce mythe-là. Certains chercheurs ont affirmé que les conditions requises pour des éclipses solaires parfaites sont les mêmes conditions généralement reconnues comme nécessaires pour l'émergence de la vie intelligente. Donc, c'est un type de hasard qui est tellement rare et ça demande tellement de conditions que c'est aussi rare que le hasard de la vie. Oui. Encore une fois, cette orbite parfaite peut nous faire croire que la Lune tourne toujours parfaitement autour de nous, comme pour nous observer. C'est vrai, c'est comme si c'était une caméra presque. Oui, elle est toujours dans le même, orientée de la même façon. Elle fait le tour de la Terre. Ouais. Donc, elle passe au-dessus de nous tous à chaque jour. Et là, on va creuser encore plus deep, Seb. Là. On va remonter encore plus loin que Isaac Asimov. Il y a certaines légendes et des mythes anciens qui font référence à une époque où la Lune n'existait même pas là, dans le ciel terrestre, Seb. Okay. Voici quelques exemples de légendes. Il y a une légende zoulou africaine qui raconte que la Lune a été apportée il y a des centaines de générations par des créatures reptiliennes, décrites comme deux frères en combinaison spatiale. Okay. Donc, c'est eux qui auraient amené la Lune au-dessus de la Terre. Dans la mythologie grecque, il existe des récits faisant allusion à une période prélunaire, suggérant que la Lune n'a pas toujours été présente dans le ciel. Et il y a certaines traditions amérindiennes aussi qui mentionnent également une époque où la Terre n'avait pas encore de lune. Donc, il y aurait des gens des peuples dans leur histoire, dans leur légende, qui font état d'une Terre, d'une époque prélunaire où il n'y avait pas encore de lune. C'est bizarre. C'est-tu l'angle? Ben, c'est ça, parce que justement, comme on disait tout à l'heure, puis je suis vraiment pas un expert en astronomie, mais est-ce qu'il y a des endroits sur la Terre qu'on la voit pas? La Lune par l'angle où ce qu'ils sont, c'est impossible. C'est possible peut-être. Parce que c'est ça que je me demandais, ceux qui la voyaient pas, parce que techniquement... Dans les pôles, je ne sais pas si tout le monde la voit. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça qui explique que certaines civilisations ne la voyaient pas aussi. À l'origine. Possible. Dites-nous, les distordus, s'il y a des astrophysiciens parmi vous, contactez-nous. Aussi, je reste dans les mythes. En décrivant l'histoire de la région grecque d'Arcadie, Aristote, le philosophe, écrit que les Pélages, le peuple de la mer en grec, ont vécu dans la région depuis des temps très anciens, à une époque où la Lune n'existait pas. Donc, Aristote en fait mention.
Apollonios de Rhodes mentionne quelque chose de similaire. Il raconte une époque où tous les objets célestes n'existaient pas dans le ciel, jusqu'à l'époque de la naissance de Deucalion et Pyrrha, où la Lune n'existait pas et où les seules personnes qui existaient étaient les Pélages qui vivaient dans les montagnes de l'Arcadie. Plus au sud de l'Amérique, Tiahuanaco, les symboles de la Puerta del Sol et des murs de Calasaya indiquent que la Lune est entrée en orbite autour de la Terre à un moment donné, il y a environ 12 000 ans. Donc en Amérique du Sud aussi, on a des légendes qui font le tour de ça. Cette conclusion a été tirée en 1956 par le chercheur et écrivain Hans Schindler Bellamy, qui a étudié le monument et en a parlé dans son livre, le monument de Puerta del Sol. Okay. Bellamy a interprété les anciens symboles astronomiques comme une histoire racontant la Lune. Il explique que les symboles présents sur la pierre représentent des informations mathématiques et astronomiques. En plus d'indiquer la date d'arrivée de la Lune, ils affirment qu'avant son entrée en orbite, la Terre tournait plus lentement et l'année ne comptait que 290 jours. C'est spécial, hein, mais on sait que physiquement, ça serait supposé être le contraire, par contre. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de la Lune, la Terre devrait tourner plus vite si on se fie aux lois de la physique. Mais bon, c'est une légende. En raison de cette différence de temps, on pense que la planète tournait sur son axe à un rythme plus lent qu'aujourd'hui et que les jours étaient plus longs. Selon l'auteur précité, l'interprétation des symboles nous indique que ces caractéristiques de la Terre ont changé avec l'arrivée de la Lune, ce qui provoquerait une puissante onde due à l'attraction gravitationnelle. Il y aurait une augmentation des tempêtes, des tremblements de terre, des inondations et de nombreux autres désastres. Et là, on pense que cet événement pourrait être à l'origine des récits du Grand Déluge, de l'Arche de Noé, par exemple, et d'autres histoires qui sont imprégnées de catastrophes naturelles, comme quoi l'arrivée de la Lune aurait pu marquer à peu près toutes les mythologies, parce que presque toutes les histoires, incluant celles de la Bible, toutes les grandes mythologies font état de catastrophes naturelles, d'un grand bouleversement. C'est vrai. Et c'est peut-être, selon eux, cette arrivée de la Lune qui aurait créé ça. Okay. Donc, depuis presque toujours, les astronomes ont observé d'étranges lumières apparaître à la surface de la Lune aussi. Là. Je sors de la mythologie un peu. Là. Il y aurait des lumières qui seraient même visibles à l'œil nu qui proviennent de la Lune. Ah, oui. La NASA a même rapporté qu'entre 1540 et 1967, il y a eu 570 observations de flashs lumineux sur la Lune qui ne pouvaient être expliquées. Bizarre quand même. Les observations de lumières étranges se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui. Le cratère d'Aristarchus a été photographié en 1992, montrant une lueur bleue. Et maintenant, il est appelé le joyau bleu. Okay. Cette anomalie a été observée par des télescopes terrestres tous les quelques années depuis. Certains ont même spéculé qu'il s'agirait d'un réacteur à fusion sur la Lune. Donc, il y a comme une genre de fumée ou de lumière bleue qui se dégage de ce cratère-là. Allez savoir, c'est peut-être un effet d'optique. Oui. Ces événements de lumière et de brume mystérieuse se produisent si fréquemment qu'ils ont même un nom, les phénomènes lunaires transitoires qu'on appelle. Mais les choses deviennent encore plus étranges, Seb. Il existe de nombreuses photographies de ce qui semble être des objets artificiels à la surface de la Lune, des tours, par exemple, atteignant plusieurs kilomètres de haut, des pyramides, des structures symétriques. C'est très étrange. Ces éléments ont été photographiés par des astronomes, des sondes et même les astronautes eux-mêmes. Je crois que même en 2023, une photo de ce qui semblait être une pyramide sur la Lune a été diffusée sur Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, ça avait été quand même débunké. Ouais. Encore une fois, dur à dire s'il s'agit d'une véritable structure ou d'une distorsion d'une image télescopique. Oui. Le sergent Carl Wolf travaillait comme ancien technicien pour l'armée de l'air et il réparait les équipements qui transféraient les images d'un satellite lunaire. Et selon le sergent Wolf, ces photos montraient des structures artificielles sur la Lune, ce qu'il a décrit comme une base militaire, ou du moins, ce qui ressemblerait. Ceci est corroboré par un autre technicien travaillant avec Wolf. Wolf n'était pas un adepte des théories sur les ovnis, les extraterrestres ou des théories sur la Lune, il était juste un technicien. Il a dit qu'il était impatient de voir les photos aux nouvelles télévisées le lendemain et d'entendre les explications de la NASA sur ce qu'il a observé lorsqu'il a pris ces photos.
Il a été surpris quand les photos n'ont jamais été révélées, en fait. Okay. Ces photos ont été trouvées dans une très ancienne publication de la NASA. Et selon ces photos-là, les structures sont très grandes, très hautes, on dirait des gratte-ciels carrément sur la Lune. On peut même voir qu'elles projettent des ombres. Mais encore une fois, ces photos ont disparu avec les années et sont introuvables maintenant. Ah oui, OK. Tout cela aide à renforcer le mythe comme quoi la Lune est peut-être habitée par une civilisation plus avancée. Peut-être même la même civilisation qui nous a créés, nous. Donc, la Lune serait peut-être un genre de vaisseau artificiel qui aide à réguler la stabilité de la Terre et en même temps pourrait servir de vaisseau d'observation. Mm-hmm. Et une des questions qu'on se pose souvent lorsqu'on parle de la Lune en général, Seb, c'est « Écoute, est-ce qu'on y va souvent sur la Lune? Est-ce que c'est des choses qu'on sait? Toi, sporadiquement, est-ce que tu sais combien de fois on est allé sur la Lune? Est-ce que tu sais si on y va souvent? Est-ce que tu sais depuis Neil Armstrong et Buzz Aldrin? Moi, j'ai l'impression qu'on y va pas si souvent que ça. Que la Lune, pas que c'est un vieux projet, mais j'avais l'impression, tu sais, je le sais qu'elle intrigue encore, mais j'avais l'impression que la NASA et les pays mettaient plus de tant d'argent sur ça, mais je pense que c'est le contraire que tu vas nous dire. En fait, moi, j'ai été surpris de voir. Je me disais, est-ce qu'on est allé juste une fois sur la Lune? Parce que on voit toujours les mêmes images. C'est pas clair, mais je me disais, en même temps, la technologie a tellement évolué qu'on doit y aller maintenant couramment. Je sais pas, là. Peut-être qu'on nous le dit pas, tu sais. Mais en fait, on est allé relativement souvent, mais juste dans les missions Apollo. Ah, okay. Je vous fais le détour. C'est juste les Américains qui sont allés, juste avec les missions Apollo, à commencer par Apollo 11 en 69, les images qu'on a tous vues, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, qui ont marché sur la Lune le 20 juillet, et Michael Collins, lui qui était toujours là, mais qui est resté en orbite. Apollo 12, ils sont allés aussi, le 19 novembre 1969, Charles Conrad, Alan Bean, dont on a parlé tout à l'heure. Apollo 13, ils sont pas allés, le film avec Tom Hanks, on se rappelle. Ils sont rentrés à la maison en faisant une orbite autour de la Lune pour se projeter. Apollo 14, ils sont allés en 71. Apollo 15, ils sont allés en 71 aussi, 2 fois dans la même année. Apollo 16, ils sont allés le 16 avril 72. Quelques mois plus tard, Apollo 17, il est retourné Eugene Cernan et Harrison Schmitt le 7 décembre 72. Donc, on est allé souvent sur la Lune, mais on n'est pas retourné depuis, Seb. Ah, c'est ça. Hein? La dernière fois qu'on est allé, c'est Apollo 17 en 72. Donc, ces 6 missions ont permis à un total de 12 astronautes de marcher sur la Lune entre 69 et 72. Mais depuis, aucun humain. Pourquoi? Est-ce possible que les astronautes sur place auraient vu des choses qui les auraient choqués? C'est possible parce que quand on regarde la conférence de presse de leur retour, ils n'ont pas l'air très enthousiastes. Les astronautes sont, lorsqu'on les voit, le Buzz Aldrin avec ses 2 collègues, Neil Armstrong et l'autre, Michael, c'est Michael Collins, ils ont l'air complètement sous le choc. Ils ont les mains dans le visage, aucun sourire. Ils n'ont pas l'air d'être glorieux, là, comme quoi je viens de changer l'humanité. Ils ont l'air d'être en profonde dépression. C'est traumatisant. Vous irez voir ça sur YouTube, la conférence de presse de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et là, on se dit, est-ce qu'ils ont vu des choses? Comment ça ils sont comme ça, en fait? C'est tellement bizarre. C'est sûr que je vais aller la voir, la conférence. Mais moi, j'avais l'impression que les Russes y avaient été aussi. Oui, dans le combat entre États-Unis et Russes. Ils sont souvent allés dans l'espace. Je pense que c'est eux qui ont le premier humain en orbite. Oui, ça, je pense que tu as raison. Yuri Gagarin. Mais ils n'ont pas marché encore sur la Lune, les Russes. Mais c'est intriguant aussi. Pourquoi c'est... on n'a peut-être pas la réponse, mais on dirait que ce n'est que les Américains à cette époque-là qui ont... Parce que c'est une question d'argent aussi, là, de ressources. Faut que tu décides d'investir. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Les missions comme ça, là, ça devait coûter une fortune. Là. Ah, mon Dieu, oui. Hey, t'imagines? Là, je veux dire, c'est pas faire un road trip à Toronto. Là, je veux dire, ça a dû coûter au moins la moitié du programme SACLIC.
Oui, exact. Je ne sais pas si on renouvelé leur immatriculation, mais plus sérieusement, c'est ça, on dirait que c'est bien que tu nous, tu rebalises un peu, parce qu'on dirait qu'il y a plein de, pas de légendes urbaines, mais comme je te dis, moi, j'avais l'impression que les Rustal, je ne voyais pas, on dirait que notre imaginaire collectif est un peu brouillé de toute cette histoire-là. Puis surtout que, je veux dire, s'il n'y a pas eu de voyage sur la Lune depuis 1972, la plupart d'entre nous n'étaient même pas nés. Oui, exact. C'est fascinant. Puis on a tous vu les mêmes images. Oui, c'est exact. ça qui est bizarre. C'est pour ça que, encore une fois, là, je ne veux pas trop parler de la théorie de l'alunissage, mais encore une fois, on est allé quand même 6-7 fois. Oui. Puis on voit toujours les mêmes images. Pourquoi pas d'autres? C'est vrai. Ça alimente le mythe comme quoi ça a été tourné en studio. On dirait le fait que on n'en voit pas d'autres, là, des selfies sur la Lune pour nous montrer que, bon, à part ces images-là, on a juste ces images-là à analyser. C'est sûr, ça contribue au mythe. Mais ceci dit, Seb, toi qui es un passionné de l'exploration spatiale, on compte bien retourner sur la Lune. C'est revenu d'actualité. Okay. Puis récemment, même, là, le mythe de la Lune vide a repris de l'ampleur. Parce que, en 69, les premiers humains qui ont posé le pied sur la Lune, ils ont marché dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. C'est ce qu'on appelle sur la Lune, qui est un vaste bassin formé par des collisions avec des débris cosmiques et rempli par d'anciens flots de lave. Et maintenant, plus d'un demi-siècle plus tard, des scientifiques ont signalé une nouvelle découverte dans la célèbre zone d'atterrissage, une ouverture mystérieuse qui mène à une immense grotte souterraine. Oh. Donc ça a été découvert récemment, Seb, une entrée pour une grotte souterraine sur la Lune. Pour vrai? Donc peut-être qu'on va découvrir que la Lune est vraiment vide. Oh. J'en serais bien heureux. Avec le programme Artemis de la NASA, qui prévoit de ramener l'humanité sur la Lune dans les années 2020, on spécule déjà sur la façon dont cette découverte pourrait modifier les plans des futurs explorateurs. Ça pourrait même être un endroit idéal pour mettre une base lunaire, parce que là, tout est déjà construit, il y a déjà une grotte, il y a déjà ce qu'il faut pour se protéger. Oui. Publié dans la revue scientifique Nature Astronomy le 15 juillet dernier, l'article de recherche note que des centaines d'ouvertures à la surface de la Lune, ce qu'on appelle des puits lunaires, ont été découvertes par le passé. Et jusqu'à présent, cependant, nous n'avions pas vraiment compris ce qui se trouvait au-delà. Est-ce qu'il s'agit de trous profonds? Est-ce que ça pourrait donner accès à un réseau caché de tunnels? Ou est-ce que ça s'étend encore plus loin que ce qu'on peut voir avec nos télescopes? Et pour le savoir, les scientifiques ont utilisé des données radars collectées par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA pour explorer le puits de la mer des Tranquillités plus en détail. Ce qu'ils ont trouvé, c'était une preuve assez solide de l'existence d'une grotte qui commence à environ 150 mètres sous la surface, mesurant environ 80 mètres de long et 45 mètres de large. Donc 3 fois la superficie d'une piscine olympique. Donc, selon eux, il y a peut-être évidemment des explications rationnelles à cette grotte. C'est peut-être l'effondrement d'un ancien tube de lave. Okay. Donc, il risque peut-être d'en avoir d'autres sous la croûte lunaire parce qu'elle a eu certaines activités volcaniques il y a plusieurs millions d'années. Donc, il y a encore beaucoup de raisons d'être enthousiaste, selon les auteurs de la nouvelle étude là, sur la mer des Tranquillités. Selon eux, c'est même un endroit stratégique où les humains devraient aller là, parce que lorsqu'on fait de l'exploration lunaire, on peut se cacher et se protéger là-bas. Donc, tout ça a ramené quand même l'idée d'un mythe, du mythe de la Lune creuse, la découverte de cette entrée-là. Et là, on se dit, est-ce qu'il y aurait des habitants potentiels? Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs qui sont allés sur la Lune qui y habitent encore? Donc, sait-on jamais, Seb, peut-être d'ici 2030, où on est supposé retourner sur la Lune, peut-être qu'on va faire de plus amples découvertes. Ah, ça serait cool. Mais il n'y a pas, dans tous nos milliardaires, là, ils vont dans l'espace. Ah, c'est Mars, leur fixation, c'est vrai, c'est pas la Lune. Ils sont plus focusés sur Mars, eux autres, on dirait. Ils sont focusés sur Mars, oui, c'est vrai, à cause des ressources, je crois. Bon, j'essaie de me demander si les milliardaires aussi avaient l'ambition, mais on dirait que la Lune, ça les intéresse pas tant, versus Mars. Je pense qu'ils le voient comme une deuxième planète là, où ce qu'on peut aller habiter. Oui.
Donc, dites-nous ce que vous pensez de cette théorie-là, les distordus de la théorie de la Lune vide. Ceci dit, il y a quand même des choses à débunker, hein. Tout d'abord, les pierres. On a parlé des pierres très anciennes de la Lune qui se retrouvent parfois à la surface. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les pierres sont très anciennes. On parle de plus de 3 milliards d'années là, pour les pierres qu'on a retrouvées. Mais celles à la surface sont tout de même plus jeunes. Il y en a qui datent de la même époque, mais sont très vieilles. Ceci dit, ils seraient quand même légèrement plus jeunes. La cause est que la Lune a très peu de mouvements qui secouent la poussière et le sol. Oui, il y a plus de... Il y a plus, je ne sais pas s'il y a déjà eu des océans. On dit que oui, peut-être à une certaine époque ou autre, mais où il y a déjà une présence d'eau à quelque part, mais il y a presque pas d'activité sismique. La Lune ne tourne pas sur elle-même, donc ça ébranle pas. Vrai, ça ébranle pas non plus le sol et la gravité, la force centrifuge d'une planète qui tourne sur elle-même. Il n'y a pas eu de collision avec la Lune, du moins pas à ce que nous on connaît dans notre histoire d'humanité. Exactement. Donc il y a très peu de raisons pour qu'il y ait des remous. Sur la Terre, il y a des tempêtes, il y a des volcans encore actifs, il y a des tremblements de terre, il y a tellement de choses qui se passent. La Terre tourne sur elle-même en plus, il y a de l'activité gravitationnelle. Donc, c'est ce qui expliquerait le fait que pas mal, il y a une certaine stabilité dans le sol et les pierres qu'on retrouve sur la Lune. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvement puis de remue-ménage. On a parlé du chrome, du titane et du zircon tantôt qui font partie des anomalies, mais une lune apparemment ou pour un astre, c'est pas rare de trouver des matériaux très rares en raison des secousses, des chaleurs c'est ça, que l'astre a vécu dans sa vie. Parfois, ça se peut qu'il y ait plusieurs millions d'années, la Lune, justement, si elle s'est agglomérée avec d'autres matériaux qui étaient en orbite, ça se peut qu'il y ait une très grande chaleur qui a créé un changement dans l'état d'un métal ou d'autres matériaux. Donc, c'est dur à expliquer effectivement, mais c'est vraiment pas impossible, étant donné que l'astre a vécu beaucoup de choses dans sa vie. C'est possible que ça a été créé à cette époque-là. Donc, on a vu apparemment des métaux comme ça créés soit sur d'autres pierres lunaires ou même sur la Terre via d'autres secousses, activités volcaniques et autres. Les fameuses éclipses, apparemment que même s'ils l'ont l'air, hein, nous, avec nos yeux, même nos télescopes et tout ça à partir de la Terre, sont pas parfaites, les éclipses. Sont pas parfaites à 100%. Ils pourraient être plus parfaites, là, vraiment, si on pourrait pousser la théorie du complot encore plus. Puis apparemment que c'est pas mal la même chose, hein, à partir de Saturne. Ça, là, évidemment, on n'est pas allé observer sur Saturne, mais apparemment que lorsque, en mode simulation avec les calculs, Saturne a plus de 145 lunes. Hein, donc, il y a des lunes qui effectivement font des éclipses qui auraient l'air parfaites pour les gens qui seraient sur Saturne. S'il y en avait, il y aurait le même effet d'éclipse parfaite, apparemment, avec quelques-unes des lunes autour de Saturne. Donc, apparemment que, faut diminuer notre enthousiasme face au caractère parfait des éclipses. Et aussi, les astronautes là, de Apollo 11 ont tous été très ébranlés à la suite de la mission. Ça, c'est vrai, effectivement. Ils étaient très ébranlés. Il n'y a rien qui prouve là, qu'ils ont vu des extraterrestres ou des monstres ou des entités sur la Lune, mais ils ont tous eu des chocs post-traumatiques. Neil Armstrong s'est replié sur lui-même. Il est devenu très protecteur de sa vie privée. Il a refusé la plupart des interviews puis des apparitions publiques qui ont suivi cette conférence de presse-là. Buzz Aldrin, lui, a traversé une période très difficile. Il a souffert de dépression, d'alcoolisme. Et après l'émission Apollo, il a quitté la NASA. Donc, c'est des hommes qui ont été très, très sous le choc post-traumatique. Donc, ça pourrait être ce qui explique leur état mental lors de la conférence de presse, malgré que leur attitude était un petit peu quand même spéciale. Mais bon, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. On sait pas si leur boss leur annonce une mauvaise nouvelle. C'est vrai. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Donc, c'est pas mal ça. Il y a toujours plein de mystères autour de la Lune, hein, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas sûr. Le fameux son de cloche là, que l'astronaute Neil aurait entendu, c'est par la suite, il est revenu sur sa déclaration. Puis, il a trouvé sa comparaison un peu forte. Là. La
Lune sonne comme une cloche. Oui, OK. Il regrette d'avoir utilisé ce terme-là parce que c'est ce qui a un peu donné naissance à cette théorie-là. Apparemment que oui, la Lune a une densité moins importante que la Terre. Il y a eu un effet de résonance plus important, mais c'est pas une preuve de Lune vide. C'est une preuve que peut-être les couches, les différentes couches de sol qui la composent ont une densité différente de celle de la Terre, mais bon... C'était pas comme je donne un coup de poing sur la Lune et ça sonne comme comme un gong. Là. Oui, c'est ça. Donc, ça semble pas mal débunké, Seb, cette théorie. Moi, le point là, qui me c'est la conférence. C'est ça que j'ai hâte d'aller revoir là, parce que ça me trouble ce que tu me dis dans le sens que tu sais, ils ont-tu un NDA, là, un Non-Disclosure Agreement? Justement, mon Dieu, que tout ce qu'ils ont vu, ils peuvent pas le révéler, sûrement, un genre de ce type d'entente-là. Ils doivent pas dire grand-chose. Ils doivent pas pouvoir dire grand-chose, les astronautes, mon Dieu. Parce que, écoute, est-ce que ça peut avoir... est-ce que les effets physiques d'un voyage dans l'espace comme ça peuvent t'amener à la dépression sans avoir rien vu, là, juste l'effet, l'environnement, parce que ça doit être dur sur le corps humain. Là. Oui, c'est pas long. Hein? Ça prend, je pense, 2 jours se rendre sur la Lune. Hein? Donc, tu sais, mais c'est que l'entraînement pour y aller, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est des années pour en arriver là qui doivent être autant traumatisants que le voyage lui-même. Ah oui, ça doit être une discipline de fer, puis un abandon de tellement de choses pour ton objectif. Là. Ben oui. Mais c'est ça, je me demandais, parce qu'on dirait que c'est ça, dans tout ça qui me trouble le plus, c'est le fait que je me rappelais pas là, d'avoir vu, mais qu'il y avait toute l'air, pardonnez-moi l'expression, mais tout décalissé. Après, on dirait que on dirait que c'est l'élément qui me fait le plus croire qu'ils ont peut-être vu des choses que le gouvernement américain ne veut pas nous révéler. Puis là, je suis pas un grand théoricien du complot non plus, mais on dirait que cet élément-là, j'ai l'impression que pas que ça cache quelque chose, mais qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais toi, tu y crois-tu à la théorie de la Lune vide? Bonne question. C'est sûr que là, tout ce qui est, tu sais, le fondamental sur le fait qu'on serait peut-être observé par une autre race ou des extraterrestres ou autres, ça me semble un peu farfelu. Ça date d'époques où c'est dans la mythologie ancienne. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, non, j'y crois pas vraiment. Mais c'est une quand même de mes théories préférées parce que quand je regardais justement les fondements, tout ça, je me disais, c'est donc bien, il y a donc bien de choses qu'on ne sait pas sur la Lune. Exact. Ça m'a donné envie de creuser sur d'autres théories, puis peut-être qu'on aura la chance d'en reparler. C'est sûr qu'on va parler, je pense, de l'alunissage un jour, là, quoi on n'est jamais allé sur la Lune parce que c'est une théorie du complot qui est vraiment trop savoureuse. Oui, puis en plus, on dirait que plus là, j'en apprends sur toutes les théories sur la Lune, on dirait que je comprends un peu les théoriciens du complot de croire à toute cette mise en scène-là qui aurait été filmée par Stanley Kubrick et tout ça. On dirait qu'il y a un élément là-dedans qui fait que genre, mais pourquoi pas? Exactement. Dites-nous, les distordus, ce que vous pensez de ces 2 belles théories du complot, l'aéroport de Denver, la théorie de la Lune vide. Vous nous direz si vous aviez déjà entendu parler de ces théories-là et quelles sont vos théories préférées à vous. Est-ce que vous avez des théories lunaires qui sont intéressantes aussi? On veut tout savoir. Sinon, sur Patreon, 2 after-shows vont suivre cet épisode. Un sur la théorie du complot entourant les feux de Los Angeles et une autre sur l'informatique quantique et tout ce que ça peut nous amener. Donc, ne manquez pas ça, c'est sur Patreon. On vous rappelle qu'il y a une tonne de contenu qui vous attend sur notre page Patreon. Ça fait déjà plusieurs années. On a plein de bonus, des épisodes secrets à chaque saison. Il y en a un qui s'en vient très bientôt aussi pour vous, qui va sortir exclusivement pour les membres Patreon. Sinon, on remercie André, notre monteur. On remercie nos recherchistes d'amour qui font toujours un super boulot à améliorer nos épisodes de semaine en semaine. Et on remercie nos actionnaires Patreon. Comment dire, on ne pourrait pas faire ce show sans vous. Je te laisse commencer les shout-outs, Seb. Un gros high five à Ad, à Marilyn C.N., à Marie-Hélène A., à Simon et la mystérieuse Anna. Un gros shout-out à Sylvie B., à la petite démon, je pense, parce qu'il y a un emoji de diable, à Chloé, à Oli Mallory et à Viking. Je poursuis un gros câlin à Cassandra, Yuku Day, à Jessica D, Amina W et Julien L. Une bonne tape dans la main à Anne, à Louchkoff,
à Chax, à Sam M et à Jen J. Coeur. Et on conclut avec un gros high five à Anne-Marie G, Marie-Ève PR, Joël, Émilie C et Grégory. Oh oui! Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous? Ce n'est pas parce que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. Es-tu sûr de ça, Seb? Pas de question.